Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Steven Huitorel est né à Morlaix, dans le Finistère. À l'âge de 6 ans, il rêvait de devenir archéologue, peut-être dans le sillage d'Indiana Jones. Il se serait bien mis également dans la peau de Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits. Aujourd'hui, Steven vit à Morieux, petite commune du bord de mer dans les Côtes-d'Armor. Il enseigne depuis 14 ans au collège. Il a aussi dispensé des cours, une demi-journée par semaine en maison d'arrêt pendant 8 ans. Depuis 3 ans, il est à temps partagé entre le collège et l'INSPE où il occupe un poste de formateur en anglais pour des étudiants en master 1 et 2 et pour des stagiaires professeurs des écoles. Son côté etc. est visible sur sa chaîne YouTube, les tutos de Huito, où il nous propose de nous mettre ou de nous remettre à l'apprentissage de l'anglais. Steven propose des explications claires, des conseils pour mieux parler et de l'humour. Steven Huitorel, bonjour. Bonjour. Quel est le dernier pays anglophone dans lequel vous avez séjourné? Très bonne question. La dernière fois que j'ai mis les pieds sur le sol, sur un sol anglophone, ça devait être en Irlande du Nord. C'était récent? Ça date de quelques années déjà. Et je suis allé plus récemment, peut-être, tant que j'y pense, je suis allé plus récemment à Jersey, sur les îles anglo-normandes. Ah. Donc on peut considérer ça comme, oui. évidemment, comme une terre anglophone. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Steven? J'ai été très très heureux, enfant, très insouciant. J'étais toujours content de ce qui m'arrivait. J'ai grandi à la campagne avec des parents agriculteurs. Et donc, j'étais tout le temps dehors, à rêvasser, à travailler aussi, à filer un petit coup de main, et puis à attendre que quelque chose se passe. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Wow. Je crois que c'est le jour où où j'ai reçu un coup de téléphone de mon prof. Un jour, j'étais à la maison. Je devais être en 5e, 4e. Et je reçois un coup de téléphone. À l'époque, on savait pas qui appelait. Et c'était mon prof de breton qui m'appelait, parce que je faisais du breton en option à l'époque, 2 heures par semaine. Et on avait participé à un concours régional, en fait, de breton, que j'avais fait vraiment en plaisantant, sans du tout prendre ça au sérieux. Et quelques semaines après, mon prof appelle et me demande si j'étais bien assis. Et il m'annonce que j'avais gagné le concours, en fait. Ah oui. J'avais gagné le premier prix, et le premier prix, c'était un voyage d'1 semaine au Pays de Galles. Et j'avoue que ça a été un grand moment scolairement, parce que l'école me permettait de partir en voyage seul. J'étais très 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 heureux de ça. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent? Un adolescent lambda, je dirais. Je crois que j'ai eu une adolescence assez habituelle, avec son lot d'incompréhension, de questionnement et de découverte, d'apprentissage, bien entouré, avec des copains proches, et toujours ce rapport à l'école qui m'a accompagné, à cette école, qui m'a guidé petit à petit dans mes apprentissages. Donc une adolescence plutôt tranquille, sans grand
sans grand chamboulement, on va dire ça comme ça. Alors en quoi cette période de l'adolescence et peut-être aussi le premier prix à ce concours ont influencé le choix du métier de professeur et de formateur que vous exercez aujourd'hui ? Ben, c'est une bonne question. Je saurais pas vraiment le dire. En fait, j'ai jamais vraiment su que j'allais devenir enseignant, à vrai dire. Sauf à la toute fin, ou on va dire peut-être au milieu de mes études, ou quand je me suis lancé dans des études d'anglais, je me suis dit que finalement c'était plutôt une bonne idée. Mais comme je suis pas du tout du milieu, j'avais pas d'idée préconçue sur un métier en particulier. Non, je pense que j'ai toujours entretenu un rapport avec l'anglais qui était très fort. Depuis tout petit, quoi, où on avait dans ma commune, on avait un jumelage en fait avec une commune anglaise, et donc très vite j'ai pu échanger en fait avec des petits camarades de mon âge, des vrais Anglais, quoi. Avec qui je passais des journées entières à jouer, et donc voilà, je trouvais ça extrêmement exotique, quoi. Parce qu'en fait, finalement, dans ma petite commune, il y a pas énormément de brassage, et puis on partait pas en vacances à l'époque, on voyageait pas, donc c'était pour moi vraiment une source d'exotisme énorme. Et puis petit à petit, j'ai continué dans cette voie-là, et tous les voyages que j'ai pu faire et l'apprentissage à l'école a contribué au fait que je me suis lancé dans le métier, mais c'était vraiment pas quelque chose de réfléchi, quoi. Alors ce projet de chaîne YouTube, il est né comment ? Les tutos de Wito, c'est né comment cette aventure ? Les tutos de Wito, et du coup, ça commence à dater un peu. Souvent on me demande depuis combien de temps tu fais ça ? Moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je fais ça, et en fait pas du tout. J'ai commencé en 2015, je crois, donc ça commence à dater un peu. C'est né d'un constat d'impuissance, c'est-à-dire que comme tous les enseignants, en fait, on voit nos élèves à la fin des heures de cours, ils viennent nous voir et ils viennent nous parler. Et j'avais beaucoup d'élèves qui étaient en décrochage et qui venaient me voir en me demandant de l'aide, en fait, avec plein d'espoir, et notamment donc les élèves et aussi les parents qu'on rencontre tous en réunion parents-prof, et qui sont super contents de voir que vous avez leur enfant en classe, et qui mettent beaucoup d'espoir dans ce que vous allez leur apporter. Et au final, je m'apercevais que je faisais ce que je pouvais, mais que j'apportais pas une réponse. J'offrais pas des outils vraiment fiables. Et je leur disais souvent, tu vas reprendre les cahiers de l'an dernier, tu vas essayer de te remettre à niveau, tu vas pouvoir aller sur Internet, voir telle ou telle chose. Mais je savais bien que c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que globalement, un élève décrocheur, déjà il a plus trop ses cahiers des années précédentes, et puis reprendre un cahier, en fait ça veut pas dire grand chose. C'est très difficile de juste relire des traces écrites. Ça a pas vraiment de sens. Donc j'en suis venu à l'idée que pour vraiment répondre à la demande, il fallait que je crée un outil sur mesure, et du coup je me suis dit, plutôt que de réexpliquer 20 minutes à la fin d'un cours une notion à un élève, si je passais plusieurs heures à créer une ressource et à la diffuser, du coup ce serait multipliable à grande échelle, et du coup non seulement cet élève-là pourrait en bénéficier, mais aussi bien d'autres. Donc c'était ça un peu l'idée de base, c'était de répondre à un besoin, et après techniquement c'est une autre affaire. Ça, entre le moment où on se dit tiens je vais faire ça, et le moment où on le réalise, il se passe un petit peu de temps quand même. Alors j'ai utilisé moi-même certaines de vos vidéos en classe, en tant que prof des écoles, et j'ai été frappé par la qualité de votre accent. Vous étiez bilingue lorsque vous étiez enfant ? Pas du tout, non, pas du tout. Non, j'ai un bon accent. J'ai cette chance-là d'avoir fait de la musique très tôt. Dans ma petite commune bretonne, on était sonneur
musique traditionnelle en fait de père en fils. C'était un peu l'activité extrascolaire reine, on va dire à l'époque, quoi, d'apprendre un instrument traditionnel. Et du coup, je m'y suis mis très tôt. Et je pense que ça contribue aussi au fait de réussir à mémoriser une mélodie, d'avoir l'oreille musicale. En fait, je pense que ça a aidé. Et après, j'ai cette chance-là, en fait, de réussir à imiter, en fait. Ouais. J'imite très facilement des accents et ça m'aide beaucoup pour l'anglais. Et non, j'ai aucune origine. Hein. Je suis 100% breton pur beurre. D'accord. Prof, etc. J'aime pas trop cette généralité, mais les Français font souvent un complexe sur leur capacité à apprendre une langue vivante étrangère. Est-ce que c'est un handicap pour les profs de langue ? Alors c'est vrai que c'est un lieu commun, mais ça a beaucoup de vérité. On est en France effrayé par les langues vivantes. On a peur des langues vivantes parce que parler une langue vivante, c'est un peu se mettre à nu. Ça nécessite un lâcher prise et un état de confiance c'est un état de confiance très très fort avec la personne avec qui on travaille. Et je pense qu'en effet, pour les profs de langue, moi c'est ce que j'essaye de transmettre aussi à mes étudiants et dans le cadre de mon métier, c'est de faire en sorte de ne pas avoir peur. Et une fois qu'on a dominé cette peur-là et qu'on est dans une relation de confiance avec la personne avec qui on travaille, on baisse la garde, on lâche prise et là, du coup, on n'a plus peur. Mais c'est vrai que c'est une source d'anxiété très forte pour les gens qui... mais c'est aussi, je crois que c'est aussi culturel, c'est-à-dire qu'en France, on parle français et on a toujours un petit peu... On n'a jamais eu cette habitude-là, comme l'ont certains autres pays. Hein. Je pense notamment à l'Allemagne ou à la Belgique ou à certains pays du Nord où on parle naturellement plusieurs langues parce qu'on en a besoin, notamment, et puis parce qu'on nous a habitués à le faire très tôt. Et je crois que c'est ça, en fait. Plus on va commencer tôt à dédramatiser et à normaliser, en fait, l'utilisation d'une langue étrangère, plus on va avoir des enfants qui n'auront plus de filtre, en fait, et qui passeront de l'une à l'autre sans peur du regard des autres. Parce que c'est souvent ça, on a peur du regard des autres, peur de penser qu'on va mal prononcer ou qu'on va faire une erreur de grammaire ou de vocabulaire, alors qu'en réalité, on s'en fout complètement. L'idée, c'est d'essayer de communiquer au maximum, peu importe la manière, finalement. Bien sûr. Vous avez pensé votre chaîne YouTube comme un outil offert à tous de 7 à 77 ans, on pourrait dire. Ouais. Est-ce que vous utilisez également vos vidéos ? Vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez nous expliquer sous quelle forme alors vous utilisez ces vidéos avec vos élèves au collège ? Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment une question aussi qui revient très souvent. Et donc, j'ai dit tout à l'heure qu'en effet, le projet à la base était pour mes élèves. Il continue à l'être dans la mesure où parfois en classe, quand je sens qu'il y a un manque ou qu'il y a un besoin, je vais aller créer une vidéo sur mesure parce qu'en classe, il s'est passé quelque chose. La chose qui... Un des commentaires que je reçois souvent sous mes vidéos, c'est « Ah, tes élèves, ils ont trop de la chance, ils doivent être super heureux, tout ça, de t'avoir comme prof. On aurait tous aimé avoir un prof comme toi. » Et en fait, ça me gêne toujours terriblement parce que en réalité, mes élèves, j'ai une excellente relation avec eux. Je pense qu'on s'entend vraiment bien. On se respecte mutuellement, on travaille bien ensemble. Mais je crois que ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est de m'avoir moi en tant que prof. Et la personne qui est sur YouTube, pour eux, alors ils sont super ravis, ils sont fiers, ils adorent le fait que ça soit populaire et que ça marche sur YouTube et que j'ai plein d'abonnés et tout ça. Mais en réalité, j'irai jamais les forcer à avoir une vidéo. Ouais. Je les invite à y aller. Je les invite à apprendre ce qu'il y a à apprendre, ce dont ils ont besoin. Je m'en sers en classe inversée à certains moments où je vais leur demander d'aller de se renforcer sur un point spécifique pour pouvoir l'utiliser après en classe
de manière pratique pour vraiment passer du temps à parler avec eux et éviter tout ce qui est explication un peu descendante, quoi. Donc du coup, je m'en sers, mais j'ai vraiment l'impression que les vidéos, les gens se sont emparés des vidéos, que ce soit des enseignants ou des gens du grand public. En fait, chacun vient se servir en fonction de ce dont il a besoin. Et finalement, mes élèves, je crois qu'ils me voient pas comme un youtubeur. Ils savent que je le suis. Ils adorent me voir quand il y a des petites interviews, des trucs comme ça. Ils sont super fiers. Mais si vous leur demandez, c'est Monsieur Vitorel qu'ils ont en cours d'anglais, quoi. Comme n'importe quel collègue, évidemment. Voilà. Pour faire ce que vous faites, il faut non seulement être un bon prof, mais aussi être un très bon comédien. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ou c'était déjà en vous? Je sais pas, je dois être un peu cabot. Sur les sur les bords, je pense. Non, j'ai jamais fait de quoi que ce soit. J'ai jamais fait de théâtre ou de trucs comme ça, mais non, j'aime bien, en fait. Ça m'amuse terriblement. Ça m'amuse, et puis je joue de la situation, je force un peu le trait à certains moments, et j'ai l'impression aussi, mais voilà, je suis peut-être moins bien placé pour le dire, mais j'ai l'impression que les gens, ils s'attachent aussi au personnage, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, alors bien sûr, le fond est important, je suis hyper exigeant sur le contenu, mais il y a la forme aussi. Et je pense que ma personnalité, le fait que je dédramatise beaucoup, que je me prenne pas trop au sérieux, que je fasse une petite blague de temps en temps, ça contribue au fait que les gens se sentent bien et qu'ils en redemandent et qu'ils apprécient pas vraiment mes qualités de comédien, parce que j'en ai pas intrinsèquement, quoi, mais je pense qu'être prof, c'est être en scène, quoi. Ça fait 14 ans que tous les matins je me lève et que je me mets en scène, qu'on le veuille ou non, même si c'est inconsciemment ou consciemment. Je pense que quand on fait cours pendant 7 heures à des classes, on est obligé de se donner un peu en spectacle quelque part. Donc je pense que c'est un mélange de ça, c'est un mélange de ma personnalité et c'est un peu une déformation professionnelle aussi, parce que j'utilise aussi beaucoup l'humour en classe. Pas tout le temps, évidemment. Des fois, je me mets en colère. Mais globalement, j'aime bien les faire rigoler de temps en temps. Et puis que ce soit surtout dans une ambiance qui soit pas anxiogène. Le moins possible, quoi, pour que les apprentissages puissent se faire sereinement. Prof, etc. J'ai compté 166 vidéos sur votre chaîne. Quel est le temps moyen nécessaire à la fabrication d'un épisode ? Ça prend du temps. C'est chronophage, cette petite affaire. Et c'est souvent ce qu'on voit pas, en fait. Quand on voit le produit fini, on se rend pas forcément compte, et c'est bien normal d'ailleurs, du taf qu'il y a derrière, et c'est vrai que ça me prend du temps. Alors j'ai pas de chiffre précis, mais en gros, pour donner un ordre d'idée, il faut environ 10 heures de travail pour 10 minutes de vidéo. Ouais. C'est en gros le ratio. Des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite, mais entre le moment de l'écriture du script, parce que j'essaye au maximum d'écrire, en fait, même si ça se voit pas forcément, mais j'essaie de structurer quand même si je sais de quoi je vais parler, j'ai quand même des recherches à faire à certains moments. Entre l'écriture, la mise en scène, tout le côté matériel qui lui aussi prend beaucoup de temps à installer tout le matériel, l'éclairage, la prise de son, la prise de vue, enfin c'est long, mais la partie la plus longue, ça reste quand même le montage. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de vidéastes qui se reconnaîtront là-dedans. C'est très chronophage que de faire le montage, de couper, de régler, de faire toutes les animations, les incrustations. Voilà, c'est tout un petit artisanat que j'ai appris sur le tas, parce que j'avais absolument aucune connaissance là-dedans avant de commencer.
Pour rester dans les chiffres, vous totalisez plus de 300 000 abonnés. Quel type de relation est-ce que vous entretenez avec eux? Ah, c'est une drôle de relation hein, quand on est sur YouTube. Il faut accepter l'idée qu'il y a plein de gens qui vous connaissent, mais que vous les connaissez pas. Alors, ça m'arrive parfois, très rarement, mais parfois de rencontrer des gens. C'est-à-dire, quand je suis au supermarché ou dans la rue ou au resto, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi. Les gens viennent vous voir. Enfin, je dis plusieurs fois. Ça se compte sur les doigts de deux mains, d'accord. Mais bon, globalement, c'est des moments où j'ai pu rencontrer des gens parce qu'ils sont venus me voir, parce qu'ils m'ont reconnu. Ils me disent ah c'est vous qui faites les vidéos sur YouTube, blablabla. Et du coup on discute et c'est super sympa. C'est très intimidant parce que du coup parce qu'on n'a pas enfin moi j'ai pas l'habitude. Mais les gens, eux, c'est ça qui est super incroyable et très magique, c'est que les gens, en fait, quand ils vous regardent, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que vous leur parlez, en fait. Que c'est à eux et rien qu'à eux que vous faites la leçon d'anglais, et c'est assez génial. Et donc, il se met en place une relation, une relation personnelle, en fait, finalement, sans qu'il y ait aucune relation, sauf les commentaires auxquels j'essaye de répondre, mais des fois j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Mais bien finalement, sûr. Les commentaires, c'est les seuls moments où je peux vraiment discuter avec eux. Et encore, c'est pas du live. Mais non, sinon je sais pas en fait qui sont mes abonnés. Et ça, c'est à la fois très beau et très frustrant. Parce que c'est une activité très, très solitaire. Ça fait 5-6 ans que je fais ça. Et je sais que je le fais pour quelqu'un. Mais je le fais de manière quasiment désintéressée, juste pour faire avancer la boutique un peu, quoi. Ouais. Prof, etc. Quelle est la place des réseaux sociaux dans ce projet? On peut vous retrouver où? Alors, les réseaux sociaux, j'y suis un peu, mais finalement pas tant que ça. J'utilise, j'ai une page Facebook des tutos de Wito, et j'ai un Twitter, @les tutos de Wito, et en fait je m'en sers comme des relais. Et j'ai un site web aussi, lestutosdewito.com, mais je suis pas omniprésent, loin de là, sur les réseaux sociaux. J'ai des gens qui me suivent, je suis des gens, mais je m'en sers vraiment essentiellement pour relayer. Une fois que dès que j'ai sorti une vidéo, je la mets sur les réseaux, et puis après, les gens ils retweetent ou ils partagent ou ils sont au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais en fait, je pense que le réseau social, c'est YouTube. Ouais, bien sûr. Et c'est là-dessus que j'ai, moi, ce qui m'a plu dès le départ, c'était de jouer sur l'idée de détournement, en fait, de détournement des codes de YouTube à ma petite échelle, hein. Évidemment, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai détourné quoi que ce soit, mais je me suis servi, en fait, d'une plateforme que je savais être très très populaire, enfin déjà à l'époque, entre guillemets, évidemment, j'étais pas le premier, mais finalement, il y avait pas tant que ça de youtubeurs éducation, quoi, quand j'ai commencé. Ouais. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait un vrai potentiel social dans YouTube. Pas juste du divertissement, mais vraiment de se servir de cette force de frappe immense du fait que les jeunes, les gens en général peuvent se connecter à YouTube n'importe quand, n'importe où, sans login, sans mot de passe, quand ça les arrange. Et cette ouverture-là était vraiment, vraiment géniale, quoi. Et je m'en suis servi du coup. Alors, vous parliez de votre site, lestutosdewito.com. Est-ce qu'on y retrouve l'intégralité de la chaîne? Oui. Alors à ce propos, du coup, je viens juste de le faire refaire, ce site internet-là qui était que j'avais fait moi-même, que j'avais bricolé moi-même jusqu'ici. Et donc là, j'ai demandé un webmaster, web designer, en fait, de s'occuper de la remise en forme de ce site. Et on y retrouve en effet toute une partie galerie vidéo, dans lesquelles sont classées en fait mes vidéos par thématique. Donc c'est plus facile de s'y retrouver parce qu'il y a des grandes thématiques et elles y sont toutes, et ainsi que les petites infos nécessaires. Il y a un formulaire de contact aussi pour me contacter, et puis une revue de presse avec quelques petits articles. Enfin voilà. Mais il y a tout ce qu'il faut sur ce site pour s'y retrouver.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Steven, et pour quelle raison? Je m'en souviens parfaitement bien. C'est une discussion que j'ai eue avec un très bon ami à moi, Mick, l'autre jour. On se disait qu'en fait, on riait beaucoup, mais on riait quand même rarement aux larmes. Et je lui ai dit que la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était en regardant une série magnifique. Très honnêtement, c'est la meilleure série que j'ai vue depuis très longtemps. Ça s'appelle Afterlife. C'est une série qui est produite et écrite par Ricky Gervais, comique anglais, et qui est sur Netflix. Et c'est une comédie douce, une série douce amère qui aborde le sujet du deuil. Et on passe du rire aux larmes en quelques secondes, mais on peut beaucoup pleurer et beaucoup rire aussi. Et c'était à ce moment-là, tout seul devant mon ordi, à pleurer de rire. C'est toujours sympa les conseils de Ouais, séries parce ouais. que on est tous en quête de Là, nouvelles séries quand on en a terminé une. c'est ça. Ceux qui aiment l'anglais aussi, parce que elle fonctionne moins bien forcément doublée. Bien sûr. Donc je conseille de la regarder en VO sous-titré, et il faut y aller les yeux fermés. Moi, c'est la meilleure série depuis quelques années, quoi, de loin. Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Ah, bonne question. Ça va être tout simple, mais je crois que quand je retrouve mes enfants à la fin d'une journée un peu compliquée, où c'est ces moments-là que je préfère, je crois. Ça vous remet bien les pieds sur terre, et puis ça fait une bonne bouffée de fraîcheur et de légèreté, et voilà, je crois que c'est ça que je préfère. Et il y a un autre moment que j'aime beaucoup aussi, qui est plus contemplatif, c'est très cliché là aussi, mais quand je vais au travail, en fait, je roule une demi-heure, et c'est une 4 voies en fait, donc j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, et je me perds dans mes pensées, et je fais toute ma journée, je laisse mon imagination vagabonder, et c'est très très souvent là que je trouve mes idées, que je structure mes choses. Et c'est ce sas de compression et de décompression quand on revient du collège qui me permet, moi, d'arriver avec les idées fraîches. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Ouh là là. Dans mon métier, ça va aussi avec mes convictions personnelles, mais c'est la tolérance, je crois. La tolérance et le partage. Je crois que j'irai vraiment là-dessus. Pour travailler avec des adolescents au quotidien, et puis avec des plus grands aussi, on se rend compte que ces valeurs-là de tolérance sont essentielles si on veut faire en sorte qu'ils deviennent des adultes, des adultes équilibrés, et la tolérance, ça se cultive. Et je crois que c'est vraiment notre rôle à tous en tant qu'éducateurs, quoi, de travailler sur ces valeurs-là, et valeurs de partage aussi, parce que moi je crois que c'est ce qui fait la légitimité de notre métier d'enseignant, c'est de partager, quoi, sans trop hiérarchiser, en essayant de se mettre vraiment au niveau de nos élèves, et en évitant de les prendre de haut, absolument. Et le partage, c'est dans les deux sens, quoi. C'est là que tout se joue. C'est quand un groupe d'élèves est capable de vous montrer à vous quelque chose que vous saviez pas faire avant, quoi. Et quand cet échange-là fonctionne dans les deux sens, on est en bonne voie. Donc moi j'essaye de faire ma petite partie de mon côté, et puis et les élèves le rendent aussi énormément. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Je sais pas si c'est une compétence. Oh, bah, pour le coup, je suis assez content d'avoir de m'être formé à l'utilisation du numérique. J'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, je connaissais rien avant et ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai appris à filmer, j'ai appris à enregistrer du son, à monter, et en fait, et je me rappelle que alors encore une fois, quand j'étais petit, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et c'est un souvenir que j'avais presque oublié, qui m'est revenu il y a pas très longtemps. Quand j'étais môme, en fait, j'avais tellement envie de communiquer avec le monde extérieur que mes parents un jour m'avaient offert une CB. Alors, les gens qui écoutent ça, ils disent qu'est-ce que c'est qu'une CB? Bah, à l'époque, en fait, j'avais une grosse antenne que je mettais sur le toit de ma chambre, et j'avais une sorte de vieille radio avec une sorte de, je sais même pas comment on appelle ça, un talkie-walkie, quoi. Et ça me permettait de communiquer, en fait, avec tous les gens qui captaient, les routiers qui passaient, et de discuter avec le monde entier quasiment depuis ma chambre, avant l'ère d'Internet, avant les réseaux sociaux. Et tout ça, je crois que je me suis toujours un peu intéressé, j'ai toujours eu cette curiosité-là des nouvelles technologies, même si ça paraît vraiment archéologique, quoi, la CB. Mais finalement, petit à petit, je pense que j'ai toujours voulu aller vers les gens, quoi. Aller rencontrer, prendre contact. C'est ça, prendre contact avec le monde qui m'entoure. Voilà. Prof, etc. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui? Oh là là. Je pense que je choisirais d'être un musicien professionnel et en tournée, je sais pas moi, dans un État américain, juste pour voir ce que ça fait que de passer d'un lieu de concert à un autre, et de vivre un peu cette vie-là de musicien itinérant. Après, je pourrais être n'importe quel musicien itinérant que j'admire. Il y en a un qui me vient qui s'appelle Chris Thile, c'est le meilleur mandoliniste. Il joue de la mandoline, c'est un des plus grands instrumentistes au monde actuellement, et dans son instrument. Et j'aimerais bien être Chris Thile un jour, juste pour une journée, voir ce que ça fait. Voilà. Comment vous définissez le succès? Le succès en général ou Ouais. Comment vous l'entendez? La notion de succès. Moi, je vois ça. Voilà, je sais pas. Ouh là là, c'est difficile comme question. Pour moi, le succès, il y a vraiment quelque chose de populaire dans le succès. Je vois vraiment ce côté-là. Je vois pas le côté des gens qui gagnent plein de fric ou qui sont vraiment visibles partout, mais davantage l'aspect populaire de la chose, c'est-à-dire le rapport que certaines personnes peuvent avoir avec une quantité de gens. C'est ça. Pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui fait du bien aux gens, et à petite ou grande échelle d'ailleurs. C'est pas forcément un succès. On n'a pas besoin d'un succès interplanétaire pour apporter sa contribution, et puis je crois aussi beaucoup au petit succès du quotidien. Vraiment réussir, quand je vois mes élèves, ou quand je vois mes enfants, quand je vois mes copains ou mes proches qui réussissent à faire quelque chose, quoi. Et moi-même, je suis comme un gosse, quoi. Quand on est fier d'avoir réussi à faire avoir son petit succès, avoir réussi à construire quelque chose, et vraiment peu importe de quoi il s'agit. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose de très populaire, de très personnel dans le succès. Voilà, de l'estime de soi, on va dire. Eh bien, on arrive à la fin déjà de cet entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Ce que je me souhaite, c'est ça? Ouais. Je me souhaite de bien dormir la nuit, de continuer à bien dormir la nuit, de pas me mettre trop de pression, parce que je peux avoir cette tendance-là à vouloir
trop bien faire ou tout mener de front. Donc voilà, je me souhaite de réussir à garder l'équilibre que j'ai là, de pas me mettre dans le rouge et de m'autoriser, de continuer à m'autoriser des challenges, quoi. J'aime bien tester des choses, essayer, j'aime pas cette expression, mais sortir de sa zone de confort, essayer d'aller de l'avant et d'expérimenter des nouvelles choses, aussi bien dans mon métier que dans mes activités parallèles. Merci Steven d'avoir accepté mon invitation. Ben non, merci à vous, c'était trop bien. Je mettrai le lien vers votre site et votre chaîne, les tutos de Vito, en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast, depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.